Bonjour à tous. Alors, nous voici dans un nouveau webinaire qui fait partie des 35 webinaires que HandiJob 06 met en place pendant la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous avons le plaisir d'accueillir Muriel Lorenzo, qui est responsable du service maintien dans l'emploi au Cap Emploi 06 et qui va nous présenter son webinaire qui s'intitule « Arrêt de travail, un temps pour anticiper la reprise ». Je vous rappelle que vous avez un onglet questions et réponses, donc vous pouvez l'utiliser, donc c'est le bouton où il y a marqué Q et R. Je vous invite à poser vos questions et Muriel pourra y répondre en fin de sa présentation, à la fin de sa présentation. Et voilà, Muriel, je te passe la parole de suite. Merci Anthony. Donc bonjour à tous, Muriel Lorenzo, je suis responsable du service maintien à Cap Emploi 06, et je suis avant tout ergonome et j'interviens sur les situations de travail, c'est mon travail principal. Et j'ai pensé que pour cette semaine de l'emploi des personnes handicapées, il était important de faire un zoom sur l'arrêt de travail, qui est un temps bien spécifique, extrêmement important dans le cadre du maintien dans l'emploi pour anticiper la reprise, d'où le titre. Donc, comme vous le savez, le Cap Emploi, c'est l'interlocuteur unique des personnes en situation de handicap avec ces deux maintiens, le service d'insertion professionnelle et le service de maintien dans l'emploi. Et il existe un Cap Emploi dans chaque département pour répondre aux procédures proposées par l'AGFIP, le FIP, l'OETH et Handiem, qui sont les financeurs de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et qui nous financent pour intervenir. Et lors de ces interventions, nous faisons chaque jour d'ailleurs le constat que la question de la reprise ou du reclassement se pose dès l'arrêt de travail, au plus tôt possible, pour avoir le temps de développer l'ensemble des mesures et des questions que je vais vous présenter. Si la volonté est bien sûr d'optimiser les possibilités de maintien ou de reclassement de part et d'autre du salarié et de l'employeur. Alors, je vais aborder ce thème avec 3 questions. Pourquoi anticiper la reprise? Quelles sont vraiment les raisons qui sous-tendent cette nécessité? Comment faire en envisageant les 2 pistes, la reprise dans l'entreprise et la reconversion externe? Et enfin, quels partenaires mobiliser pour obtenir un soutien durant ce temps de l'arrêt de travail? Alors, je commence par l'entreprise. Quel est l'intérêt de l'entreprise d'enclencher une réflexion durant l'arrêt de travail, puisque dans un premier temps, l'entreprise va, lors de l'arrêt, surtout faire face à l'absence du salarié, s'organiser pour maintenir l'activité, ça c'est sa priorité. Elle va donc s'occuper du remplacement, elle va peut-être rencontrer des difficultés de recrutement, elle va peut-être perdre un certain nombre de savoir-faire, de productivité. Elle va devoir répartir parfois la charge de travail sur les collègues, faire face aux demandes de clients. Bref, elle a une priorité d'activité, certes, mais dans un second temps, l'entreprise peut quand même aussi se poser des questions sur, et elle s'en pose bien souvent, avec une sorte d'incertitude sur quelle sera l'aptitude à la reprise pour ce salarié, pendant combien de temps il va être en arrêt, comment je m'organise, parce que pour s'organiser, il faut avoir certaines de ces réponses. Et comme le contrat de travail est suspendu, dans un premier temps, l'entreprise n'a pas de réponse. Elle sait surtout qu'une personne qui revient d'un arrêt n'est pas la même qu'avant. Elle se demande si l'état de santé est altéré, quelles seront les conséquences sur les tâches. Et donc, l'arrêt de travail, c'est un temps aussi offert à l'entreprise pour entamer une réflexion et prendre le temps de mettre en œuvre, peut-être, les solutions qui auront émergé de cette réflexion et que nous allons voir dans la deuxième partie. Alors, pour le salarié, cette fois-ci, alors j'ai fait un copier-coller, comme vous le voyez, parce que lui aussi, le salarié, il est dans une incertitude, alors différente, certes, de celle de l'entreprise, mais une incertitude, là aussi, sur je ne serai plus le même
à ma reprise, notamment si l'arrêt est prolongé ou s'il est répété. Quelle sera mon aptitude, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre mon travail, est-ce que mon état de santé sera suffisamment altéré pour impacter, ou malheureusement suffisamment impacté pour avoir des conséquences sur les tâches, quelle sera la réaction de mon employeur, de mes collègues, etc. Et là aussi, le temps de l'arrêt est un temps de réflexion et parfois de mise en œuvre pour faciliter la reprise. De façon plus individuelle, l'arrêt de travail, c'est un temps de soin, il est fait pour ça, un temps de réflexion et bien souvent un temps de remise en cause, où la personne va alors, outre se consacrer aux soins, mais elle va se poser un certain nombre de questions et parfois aboutir à l'envie d'évoluer professionnellement ou, je dirais, se questionner sur la possibilité, la peur de perdre son emploi par rapport à son état de santé et à son aptitude au poste. Et concernant l'envie d'évoluer, je vous renvoie directement sur le webinaire de cet après-midi avec le cabinet ADC qui va parler spécifiquement de la reconversion professionnelle. Et bien souvent, donc, cette pause qui normalement doit faire face aux soins, elle va avoir certaines conséquences. On voit ici qu'une personne sur deux en arrêt de travail de plus de 6 mois ne reprend pas son activité professionnelle. C'est une étude de la CNAMS de 2008. On voit également que 23% des personnes en arrêt de travail de plus de 3 mois vont souffrir de façon plus ou moins importante de troubles mentaux et de troubles du comportement. C'est une étude là aussi de la CNAMS de 2008. Et donc, on voit bien à quel point entamer une réflexion durant l'arrêt, c'est pouvoir se projeter et c'est aussi accélérer la guérison. C'est d'ailleurs le champ d'intervention de Comet France qui intervient dès les centres de rééducation. Donc un temps bien spécifique et a fortiori lorsqu'il y a handicap, c'est-à-dire lorsqu'il y a une altération, je vous rappelle la définition du législateur, une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, c'est-à-dire des conséquences potentielles d'une maladie ou d'un accident. Donc, a fortiori, lorsqu'on est dans le champ du handicap, la personne va s'interroger et peuvent émerger des questions, des craintes, voire des peurs qui paralysent d'ailleurs, notamment si elle est assez isolée. L'arrêt de travail, c'est aussi un temps pour que le salarié, pour que la personne puisse faire le point entre les différents discours médicaux qu'elle va rencontrer, celui de son spécialiste, de son généraliste, parfois du médecin du travail, parfois du médecin de la MDPH, donc plusieurs discours médicaux qu'il va falloir rendre cohérents, en tout cas éclaircir. Et on va souvent nous poser la question à la personne, est-ce qu'elle sait ce qu'elle a? Est-ce qu'elle sait ce qu'elle peut faire? Donc les capacités fonctionnelles. Et on vient de l'évoquer dans le webinaire précédent avec les prestataires spécialisés. Et est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut faire? Et là, on est aussi potentiellement dans la réflexion sur le reclassement professionnel. Mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut faire aussi dans le cadre de l'entreprise? Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'employeur parce qu'un des éléments importants durant l'arrêt, c'est maintenir le lien quand faire se peut. Quand l'employé et le salarié et l'employeur en sont d'accord, maintenir le lien durant l'arrêt, puisque malheureusement, la rupture de communication va engendrer l'isolement du salarié, parfois des confusions, voire même des conflits qui naissent, et la peur qui vont amener à faire perdurer cet arrêt de travail sur notamment la question de la peur de revenir, qu'est-ce qui va se passer? De façon un petit peu plus générale, il y a quand même un intérêt croissant dans la société de travailler durant l'arrêt à cette réflexion parce qu'on constate une augmentation des maladies graves chez les actifs. On sait que dans les entreprises, les organisations de travail sont de plus en plus tendues
Et on le voit, et on le voit encore très récemment, il y a un allongement de la vie professionnelle qui aboutissent à des situations d'inaptitude qui, faute d'anticipation, de temps de réflexion pour envisager les reclassements, vont aboutir à des licenciements de plus en plus régulièrement. Et ça a un coût social et économique extrêmement important. L'UNIFAF a fait une enquête en 2017 qui montre que plus d'1 million de salariés seraient concernés par des avis de restriction d'aptitude ou des demandes d'aménagement de poste notifiées par les médecins du travail. Donc, c'est un nombre conséquent. Et sur les 200 000 avis d'inaptitude émis chaque année, 95% aboutissent à des licenciements. Donc, on voit bien l'importance, bien sûr, de la prévention des risques en amont, mais lorsque le risque est arrivé, lorsqu'il y a eu arrêt de travail pour maladie ou pour raison professionnelle, réfléchir durant ce temps-là, c'est anticiper sur des solutions pour répondre à ces questions plus sociétales. Autre raison, qui vraiment nous pousse à l'anticipation, c'est le processus d'inaptitude, tel qu'il est défini actuellement par le législateur et qui, on le voit là rapidement, offre très peu de temps pour déployer la réflexion de maintien dans l'entreprise ou sur la reconversion externe. Et sans rentrer dans le détail de ce processus, vous voyez ici qu'entre la reprise de travail et la décision de l'employeur, que ce soit pour le reclassement interne, pour le licenciement malheureusement ou pour la reprise de salaire, y compris s'il n'y a pas de postes qui ont été définis et correspondant aux restrictions médicales, il y a moins de 2 mois. C'est extrêmement rapide pour mettre tout le monde autour de la table, pour identifier des solutions et pour les mettre en œuvre. Donc, encore une fois, anticiper, c'est élargir les possibilités de maintien pour chacun, pour l'employeur et pour le salarié. C'est une véritable course contre la montre. Enfin, dernière raison, et vous voyez donc qu'il y en a beaucoup, mais dernière raison et non des moindres, pour faire face aux enjeux que nous venons d'évoquer, l'assurance maladie a fait évoluer sa législation. Et donc, on est passé d'une juxtaposition, d'une logique de juxtaposition, puisqu'il y avait, on était en arrêt pour se soigner, le salarié perçoit des indemnités journalières, et lorsque ces indemnités journalières se terminent, la visite de reprise permet d'évaluer les possibilités de reprise de l'activité. Donc, juxtaposition entre un temps d'arrêt, où on ne fait que se soigner, et un temps de reprise. Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution législative et l'arrivée de ce qu'on appelle la prévention de la désinsertion professionnelle, on est passé plutôt vers une logique d'anticipation où pendant l'arrêt de travail et avec l'accord systématique du médecin conseil, on va pouvoir à la fois se soigner tout en percevant les indemnités journalières, mais également rencontrer son médecin du travail lors d'une visite de pré-reprise, on va voir ça dans le détail, et mobiliser des outils de cette fameuse prévention de désinsertion professionnelle, là aussi on va le voir un peu en détail, avant d'en arriver à la visite de reprise qui, elle, va engendrer des décisions. On l'a vu, de reclassement interne, de licenciement ou de maintien du salaire, même s'il n'y a pas de solution. Donc, un temps important qui permet de travailler à éclairer la vie de l'employeur, du salarié et du médecin du travail lors de la visite de reprise, ou même avant. Juste un petit rappel sur des termes qui sont parfois un peu interchangeables dans les échanges qu'on a avec les gens, et il y a une certaine confusion. On parle d'incapacité quand le médecin traitant délivre un arrêt de travail et qu'il y a des indemnités journalières qui sont versées. La personne momentanément ne peut pas exercer son activité professionnelle. On parle d'inaptitude au poste quand le médecin du travail, cette fois-ci, donne un avis sur l'impossibilité de réaliser tout ou partie d'un poste, et ça va enclencher la recherche de reclassement.
Et on parle d'invalidité quand le médecin conseil de la CNAMS fait le constat, du point de vue strictement médical, qu'il y a une réduction durable des 2/3 de la capacité de travail de la personne suite à une maladie ou un accident non professionnel. C'est important. Et cette invalidité va enclencher l'attribution d'une pension, le versement d'une pension, qui est cumulable avec un salaire à temps partiel. Donc attention à ces termes qui parfois sont mélangés. Alors, deuxième partie de ma présentation, on a vu les raisons, l'intérêt qu'il y a à réfléchir pendant l'arrêt, que ce soit l'employeur et le salarié, pour anticiper la reprise. Et maintenant, on va voir comment faire. Rappel important, bien sûr, l'arrêt de travail, c'est la suspension du contrat de travail. Donc, vous allez me dire comment un employeur peut-il faire savoir à son salarié qu'il peut mobiliser plein de soutien, plein de mesures et bénéficier d'un accompagnement alors que le contrat est suspendu. Donc, d'abord et au plus simple, si le contact a pu être maintenu avec les collègues, avec le délégué du personnel, avec l'assistante sociale, voire avec l'employeur, c'est toujours le meilleur moyen de renouer le dialogue pour anticiper la reprise. Mais ça n'est pas toujours possible. Et il est proposé régulièrement dans les entreprises qu'on rencontre d'anticiper cette situation et de diffuser de l'information régulièrement aux salariés par les lettres d'information dans un bulletin de salaire par an, par exemple, dans l'intranet de l'entreprise, dans le livret d'accueil, dans les informations qui sont données au cours des ateliers sécurité-prévention, bref, plusieurs moments où l'entreprise peut diffuser l'information sur les outils de la prévention de la désinsertion professionnelle que je vais vous présenter. Donc là, l'idée, c'est quelles sont les informations que, en tant qu'employeur, je peux transmettre aux salariés et quelles informations le salarié peut-il s'approprier pour participer à la préparation de sa reprise. Alors avant tout, l'information essentielle, c'est la visite de pré-reprise qui permet vraiment de faire le point du point de vue médical. On voyait tout à l'heure, hein, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire. Ben, ça démarre par la rencontre avec le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. On est durant l'arrêt. La visite de pré-reprise, comme son nom l'indique, c'est avant la reprise. Elle est donc totalement différente de la visite de reprise. Là aussi, il y a souvent des confusions. Et cette visite de pré-reprise, elle est sollicitée par le salarié, par le médecin conseil, par le médecin traitant. Ça n'est donc pas possible de la mobiliser par l'employeur. Elle est gratuite et elle a surtout comme elle a surtout comme intérêt de pouvoir, s'il y a des difficultés à la reprise, favoriser la réflexion et le maintien dans l'entreprise au plus tôt. Sur cette visite de pré-reprise, attention, il n'y a pas d'avis médical qui est délivré et comme toujours, le médecin du travail est soumis au secret médical. C'est un point à un instant T de l'arrêt de travail sur le champ médical. Deuxième point important que peut faire le salarié pendant son arrêt, c'est un point administratif. Où j'en suis de ma situation au regard de l'emploi, de l'état de santé. Et ce point-là, il peut être fait avec l'assistante sociale de la CARSAT, dont c'est le rôle, durant ce temps de l'arrêt, pour favoriser aussi une certaine dynamique, une certaine mobilisation dans la réflexion du salarié, potentiellement sur son projet de retour à l'emploi dans l'entreprise ou en externe. Et c'est souvent un temps pour le salarié de connaître ses droits, connaître les dispositifs, lever un certain nombre de fausses croyances sur les aides existantes. Et cette assistante sociale peut être contactée directement par le salarié par un numéro de téléphone que je vous ai mis ici, qui est le 36 46. L'assistante sociale va informer le salarié et qui, à son tour, via notre intervention, d'ailleurs souvent, va permettre d'informer l'employeur sur l'ensemble des mesures. Là, c'est une diapositive centrale, l'ensemble des mesures, des dispositifs
qui sont mobilisables pour la partie de gauche durant l'arrêt de travail. On voit donc, on a vu tout à l'heure les visites de pré-reprise. Il existe également des mesures comme l'essai encadré, qui sont des périodes pendant laquelle le salarié va pouvoir, tout en percevant ses indemnités journalières, tout en maintenant son arrêt, va pouvoir revenir tester son poste ou un autre poste dans l'entreprise pour se rendre compte si effectivement il peut reprendre sur ce poste dans la situation actuelle ou s'il va falloir enclencher une recherche sur un autre poste, une adaptation de poste. Ça s'appelle donc l'essai encadré et c'est sur sollicitation, comme tout ce qui est fait durant l'arrêt, du médecin conseil. Bien évidemment, avec l'accord de l'employeur, du salarié et du médecin du travail. Cet essai encadré, et je n'en dirai pas plus, vous aurez d'autres détails par la CPM, mais cet essai encadré peut durer jusqu'à 15 jours. Donc, c'est quand même un outil important. Et pour les bénéficiaires d'emploi des travailleurs handicapés, pour ces bénéficiaires, on peut aussi mobiliser des bilans d'orientation qui vont permettre là aussi de travailler sur une certaine remobilisation, faire un point professionnel d'où en est la personne, ces bilans étant financés par la GFIP, le FIP et la CPAM. On va également pouvoir demander à la CPM de maintenir les indemnités journalières pour enclencher un bilan de compétences tout à fait traditionnel qui, lui, sera financé par le CPF, les droits CPF de la personne. La reconnaissance travailleur handicapé, c'est aussi très intéressant de la déclencher le plus tôt possible pour pouvoir justement, au moment de la reprise, mobiliser les aides qui vont être associées à cette demande de travailleurs handicapés. Attention important, la reprise en temps partiel thérapeutique ou le contrat de rééducation professionnelle en entreprise sont compris dans la durée de l'arrêt de travail et sont donc soumis à l'accord du médecin conseil. En 2 mots, parce que c'est un outil qui est assez peu utilisé malgré son intérêt, le contrat de rééducation, c'est un accord entre l'employeur et le médecin conseil, et le médecin du travail également, de maintenir les indemnités journalières du salarié, partiellement en tout cas, alors que le salarié reprend sur un nouveau poste qui va devoir être adapté à son état de santé, mais qui va nécessiter vraiment un temps de formation interne très important. Et donc, il y a forcément un coût pour l'employeur et la sécurité sociale va donc accepter de maintenir partiellement les indemnités journalières. Règle importante, on ne peut pas démarrer une formation pendant un arrêt pour la continuer après la fin des indemnités journalières. Donc, en fait, pour réaliser une formation durant l'arrêt, il faut que le médecin conseil la valide et que la durée de l'arrêt couvre la durée de la formation. Un petit cas particulier, les centres de reclassement professionnel financés par la sécurité sociale. Alors, troisième partie et dernière partie, quels partenaires solliciter pour être aidés sur la réflexion et la mise en place de ces mesures? Première hypothèse, l'état de santé du salarié ne relève pas du handicap et donc il va falloir se diriger vers l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail, le médecin du travail et toute son équipe, qui vont réaliser une analyse médicale, sociale et professionnelle de la situation pour le maintien dans l'emploi, le maintien dans l'entreprise. Et s'il s'agit d'évolution professionnelle, le salarié va se diriger vers son conseiller en évolution professionnelle, que sont sur la région les CIBC, les opérateurs régionaux, et l'APEC pour les cadres. Par contre, si la situation de santé relève du handicap et que le salarié enclenche une démarche de reconnaissance, les services de santé au travail vont se rapprocher des services spécialisés, notamment bien sûr le Cap emploi pour tout ce qui concerne le maintien en emploi. Et s'il s'agit de reconversion externe, le salarié va pouvoir là aussi s'orienter vers les opérateurs régionaux et l'APEC, mais également solliciter le Cap emploi si le handicap est à considérer dans le projet professionnel, s'il faut vraiment
tenir compte de spécificités liées au handicap dans l'élaboration du projet professionnel. Donc, un petit zoom sur l'intervention des Cap Emploi, dont le cœur de métier et l'expertise, c'est la compensation du handicap au travail. Lorsqu'un salarié donc, fait état d'une difficulté liée à une maladie ou à un accident, le médecin du travail va nous traduire les éléments médicaux, va transmettre des restrictions médicales à l'employeur. Et lorsque ces restrictions médicales deviennent plutôt pérennes, durables en tout cas, et lorsque surtout elles impactent la capacité à réaliser sa tâche, le médecin du travail va conseiller aux salariés de faire reconnaître son problème de santé. On parlait tout à l'heure d'une altération substantielle et durable de la capacité d'une ou plusieurs fonctions. Donc, on rentre là dans le champ du handicap au travail. Et donc, le médecin du travail va, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, va demander au Cap Emploi d'intervenir pour pouvoir compenser justement ce handicap dans le travail, lorsque le salarié et l'employeur sont d'accord pour se mettre autour de la table et en parler. Et comme parfois c'est un peu compliqué de parler de handicap dans le travail, nous, dans notre pratique, on passe souvent par l'analyse de travail et nous allons interroger le salarié et l'employeur sur les conséquences que les restrictions médicales vont avoir sur la réalisation du travail, sur l'état de santé du salarié, si on ne fait rien. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui va se passer pour l'état de santé du salarié, sur le collectif de travail, sur la réalisation des tâches, sur les objectifs du salarié. Et donc, on voit bien qu'en repartant du travail et des conséquences sur le travail que peuvent avoir les restrictions médicales et au-delà les difficultés du salarié, on va pouvoir montrer l'intérêt de faire reconnaître le handicap pour pouvoir mobiliser les aides. Notre intervention, grosso modo, elle est en 5 points. On va tout d'abord analyser la demande et approfondir par des entretiens cette demande pour faire émerger les besoins de chacun, entreprise, salariés, les enjeux de chacun. C'est un élément non négligeable, toutes les marges de manœuvre et les potentiels de chacun. Et puis, sur site, on va réaliser une analyse de la situation de travail, en identifiant les situations invalidantes et en identifiant en face, autant faire que se peut, les solutions qui peuvent être proposées. Et lorsque les solutions vont être validées par tous, on va pouvoir soutenir l'employeur dans la mobilisation des aides, et notamment donc des aides de droit commun comme des aides spécifiques, notamment celles qui sont financées par l'AGEFIP, le FIP ou les autres financeurs de l'obligation d'emploi. Et on va accompagner comme ça, depuis la demande initiale jusqu'à la mise en œuvre effective des solutions de compensation, on va accompagner le salarié et l'employeur jusqu'à la transformation de la situation de travail afin qu'elle soit adaptée à l'état de santé. Et puis, bien sûr, il y a un suivi qui est fait à 6 mois pour s'assurer que les solutions sont durables. Et élément important de notre intervention, souvent la moins visible, on va coordonner un ensemble important d'échanges entre le médecin du travail, le salarié, l'employeur, les prestataires spécialisés, la MDPH, la CARSAT, j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, travailler en partenariat ensemble et coordonner ces différentes interventions. On va mobiliser une boîte à outils très spécialisée, encore une fois, au-delà des aides de droit commun. Boîte à outils qui peut, dans une très large majorité, être mobilisée à partir de juste l'accusé-réception de la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, plutôt on va mobiliser 3 grands types de mesures, en fait, de façon très, très rapide. Des aides pour identifier et cofinancer des solutions matérielles. Des aides pour favoriser la mutation sur un poste adapté et notamment le cofinancement de formation si ce nouveau poste requiert des compétences nouvelles. Et enfin, des aides plutôt pour favoriser une nouvelle organisation. Lorsque l'entreprise propose une organisation, par exemple, une aide temporaire ou même durable d'un collègue ou d'un renfort de l'équipe,
ça va engendrer des dépenses pour l'employeur. Donc, il existe des aides pour compenser cette dépense. Il peut y avoir un travail sur l'organisation lorsque le salarié va bénéficier d'une pension d'invalidité. Et donc, il va falloir travailler sur comment ça s'organise dans le service, puisque le salarié va travailler sur un temps réduit. Et parfois même, on est sollicité, et ça va, je pense, être de plus en plus le cas, pour accompagner la réflexion sur la mise en place d'un télétravail qui répondrait aux besoins du salarié, qui serait accepté par l'employeur, parce qu'on doit toujours se poser la question en télétravail, quelles tâches réaliser pour que l'activité ne soit pas impactée, celles que je réalise au bureau, celles que je réalise à mon domicile. Ce ne sont pas forcément les mêmes et il faut bien y réfléchir parce que ça va impacter le matériel, là aussi le matériel adapté à l'état de santé. La communication est très différente quand on est en télétravail ou quand on est au bureau ou sur notre lieu de travail. Conclusion, tous ces éléments doivent être réfléchis. Donc voilà une boîte à outils assez large, assez importante qu'on peut mobiliser, sur laquelle on peut réfléchir durant l'arrêt de travail. On peut même, durant cet arrêt de travail, mobiliser les prestataires spécialisés sur les différents handicaps, moteurs, visuels, auditifs, cognitifs, mental ou psychique, et c'est, on le voyait dans le webinaire précédent, les prestataires vont venir évaluer finement dans des situations un peu complexes avec des maladies invalidantes ou même le salarié lui-même a besoin qu'on affine un petit peu les besoins et donc les solutions qu'on peut proposer. Donc, on commence par une évaluation des capacités fonctionnelles et puis le prestataire spécialisé va pouvoir poser des préconisations, identifier des moyens de compensation et mettre des préconisations qui seront partagées avec le médecin du travail, l'employeur et le salarié, bien évidemment, et arriver à une solution beaucoup plus précise et donc répondant beaucoup plus à un maintien pérenne. Dernière raison, en fait, et j'en arrive à la fin, pour utiliser le temps de l'arrêt comme vraiment un temps important de la préparation de ce qui va se passer derrière, soit le maintien dans l'entreprise, soit le reclassement professionnel, c'est qu'il est possible, pendant le temps de l'arrêt, grâce à l'intervention des différents partenaires que je vous ai cités et par rapport aux réglementations, il est possible de préparer les demandes de financement qui émanent de la réflexion qui a été mise en œuvre. Il est possible, dans le champ du droit commun, de mobiliser, de commencer à saisir les éléments de son compte personnel de formation, si on veut faire une formation par la suite. On peut préparer et même déposer sa demande de financement pour le projet de transition professionnelle. On peut solliciter le maintien des indemnités journalières pour réaliser un bilan de compétences. Et pour les personnes qui sont bénéficiaires de la loi de 2005, il y a des aides supplémentaires. On peut réaliser un bilan, je vous parlais tout à l'heure d'un bilan financé par l'AGFIP, le FIP et la CARSAT, ces fameux bilans, ces prestations d'orientation spécialisées. On peut les réaliser durant l'arrêt. On peut, y compris, enclencher et réaliser les préorientations de 3 mois qui sont financées par la sécurité sociale et validées par la maison départementale des personnes handicapées. On peut enclencher et réaliser les reclassements professionnels qui sont financés par l'assurance maladie dans les centres de reclassement professionnel, donc des aides spécifiques à travailleurs handicapés, bénéficiaires de la loi de 2005 plus largement. Et on peut préparer tous les cofinancements qui seront demandés par la suite, des cofinancements AGFIP et autres associations de gestion des fonds de l'OETH, sur les aménagements matériels notamment, ou les aides humaines. Et par-dessus tout, comme tout ça demande du temps, de l'organisation et d'articuler les différentes mesures en fonction des réglementations et des critères d'insertion des différentes étapes, on doit planifier ces mises en œuvre. Donc, ça demande un temps de réflexion important et l'arrêt de travail, c'est vraiment un temps précieux pour ça.
Donc, pour en terminer, parce que je crois que j'ai un peu dépassé le temps d'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que l'anticipation, c'est vraiment le maître mot pour optimiser les solutions et que chacun puisse avoir le temps de réflexion pour poser sa propre décision. Garder le contact parce que de toute façon, il faudra travailler avec le salarié et l'employeur ensemble pour identifier la meilleure des solutions. Diffuser l'information le plus tôt possible, y compris en amont de toute difficulté de santé pour l'ensemble des salariés. Faites-vous conseiller, il y a vraiment dans les services de santé au travail, dans les Cap Emploi, à la CARSAT, des personnes qui peuvent vous conseiller au mieux selon les différents moments et les différents besoins, c'est du cas par cas. Et utiliser les bons outils, je vous en ai cité quelques-uns ici, hein, tant les outils de droit commun que les outils spécifiques de compensation du handicap. Et donc en conclusion, pour gérer de façon optimale son projet de reprise ou le projet de reprise du salarié et de l'employeur ou l'intention de reconversion professionnelle, utiliser l'arrêt de travail, c'est un temps précieux, et au-delà de ça, intégrer le maintien dans l'emploi à la culture de l'entreprise. C'est encore mieux. Voilà, merci de votre écoute.